Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Intégration de la drépanocytose dans les systèmes des soins en RDC. Le processus se base sur l'expérience du projet DREPASSI. Ce projet qui vise notamment le renforcement du diagnostic et de Ce projet qui vise notamment le renforcement du diagnostic de la drépanocytose dans 4 pays africains dont la RDC a produit des résultats escomptés. Mais quels sont les principaux enseignements tirés de la phase pilote du projet DREPASSI en République démocratique du Congo, plus précisément dans les zones de santé de Selembao, Dilu et Libanda, les 3 zones de santé affectées par ce projet? La réponse avec nos invités dans cette émission. Nous recevons le professeur Luka Ngwala Philippe, les chefs de département des médecines de famille et soins de santé primaires à la faculté de médecine de l'université protestante au Congo. Il est également portfolio manager chez Saint-Rue Asbel. Nous recevons aussi dans cette émission Pichu Lukisa Koulembama. Il est chef de projet DREPASSI RDC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Bonjour, Pichu Lukisa. Bonjour, madame Peggy. Comment allez-vous? Oui, ça va. Nous sommes très bien dans la lutte contre la drépanocytose. Voilà, dans notre entretien, fidèles auditeurs, nous aborderons donc des aspects politiques, opérationnels, communautaires et financiers de la promotion du projet DREPASSI. Mesdames, Messieurs, comme je l'ai dit, bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Alors, professeur Lukano, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet DREPASSI? Merci beaucoup, madame. Les projets DREPASSI, c'est un consortium de 4 pays, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la République centrafricaine. Et au centre de ce consortium, il y a la fondation Pierre Fabre qui a appuyé la lutte contre la drépanocytose dans ces 4 pays. Et donc DREPASSI, c'est drépanocytose en Côte d'Ivoire, Centrafrique, Cameroun et RDC. Et cet appui a concerné pour la RDC l'intégration des soins dans les soins de santé primaires de la lutte contre la drépanocytose. Et c'est un projet qui a duré pendant 3 ans. Nous sommes arrivés à la fin mars 2025. Duré pendant 3 ans, il s'est étalé sur quelle période exactement? C'est janvier 2022 à décembre 2024 avec une extension pour la clôture de 3 mois en 2025. Et quelle est la vision du ministère de la Santé publique concernant l'intégration de la prise en charge de la drépanocytose dans le système de soins primaires et secondaires en RDC? Bon, la vision du ministère de la Santé en RDC, c'est un peu améliorer l'accès aux soins de tous les malades d'une manière générale, mais des patients drépanocytaires en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que depuis les années 2003, ils ont mis en place un programme national de lutte contre la drépanocytose qui est en place, mais qui n'a pas encore une couverture au niveau du pays. Et c'est grâce aux appuis des différents partenaires que maintenant, nous avons commencé un projet pilote avec l'appui de la Fondation Pierre Fabre qui appuie le programme national de lutte contre la drépanocytose, d'intégration de la lutte contre la drépanocytose dans les soins de santé primaires. Et les soins de santé primaires qui est une stratégie à laquelle le pays a souscrit, c'est rendre accessible, plus proche, l'offre de services auprès des malades qui en ont besoin. Donc la vision a toujours été de rapprocher l'offre de services auprès de la population qui en a besoin. Et quelles sont les stratégies ou les politiques en cours d'élaboration ou peut-être mises en place pour faciliter cette intégration?
Actuellement, c'est la couverture santé universelle qui est... On a commencé avec les femmes enceintes et les enfants en âge périnatal qui ont la gratuité de l'accouchement pour les femmes enceintes et les soins périnataux qui sont gratuits au niveau des enfants à la naissance. Mais le paquet couverture santé universelle est grand, ne contient pas que la gratuité de la maternité, mais il y a aussi les autres aspects, notamment la drépanocytose. Donc toutes les interventions qui sont orientées en République démocratique du Congo, que ce soit verticale ou horizontale, arriver au niveau des zones de santé qui sont les unités opérationnelles, ils s'horizontalisent. Donc tous les patients ont accès à toutes les interventions imaginées, mises en œuvre par les gouvernements de la République. Et en parlant de la drépanocytose, est-ce le cas? En parlant de la drépanocytose, ce n'est pas encore le cas et c'était ça la justification du projet d'intégration dans les soins de santé primaires. Les pays comptent 516 zones de santé et il fallait imaginer un modèle d'intégration qui soit réplicable dans toutes les zones de santé. C'est comme ça qu'on a commencé un pilote d'intégration au niveau des 3 zones de santé. Il y a Selemba à Kinshasa, Djoulou dans le Kassa oriental et Ibanda dans les sites Kivu. Donc l'intégration cherche à amener l'offre de soins au niveau de la structure la plus proche de la population qui est les centres de santé. Donc il y a les dépistages, la prise en charge, mais aussi il y a les volets communautaires qui doivent être intégrés comme il en est des cas pour toutes les autres maladies, conformément aux différentes politiques mises en place par les ministères. Mais qu'est-ce qui a justifié le choix de ces 3 zones de santé alors que le pays en a plus de 500? Alors, le choix de ces 3 zones de santé était motivé par le fait que dans ces 3 zones, on a trouvé une dynamique qu'on n'avait pas dans les autres zones. D'abord, il y a des acteurs, des ONG qui opéraient déjà dans ces zones-là. Pour ce qui est de Selomba, où on a trouvé une association très dynamique, Réseau DREPA. À Djoulou, dans le Kasaï oriental, précisément en Bujumaï, on a trouvé l'ONG Universide qui opérait déjà dans la lutte contre la drépanocytose. Et à Ibanda également, on a trouvé une ONG Umbrella Foundation qui était déjà active dans la lutte contre la drépanocytose. Donc nous nous sommes appuyés sur ce qu'ils avaient déjà fait pour plus de facilité et expérimenter les projets pilotes. Professeur Lukano, merci beaucoup. Monsieur Pichou Lukisse, vous êtes chef de projet Drépassi RDC. Alors, j'aimerais un peu savoir quels sont les principaux enseignements tirés de la phase pilote du projet Drépassi en matière d'intégration de la drépanocytose dans les zones de santé que le professeur a citées. Merci pour la question. Les plus grands enseignements tirés de cette phase pilote, c'est que la prise en charge de la drépanocytose peut être faite au niveau du centre de santé. Parce que avant Drépassi, ici à Kinshasa, pour prendre en charge un enfant drépanocytaire, il fallait aller directement au CEMAS Mabanga, qui est le centre de référence. Or, CEMAS, c'est d'abord un hôpital général de référence de la zone de santé Kalamou 2. Mais Drépassi nous a montré que un bon suivi des enfants, à partir du centre de santé, on améliore la qualité de vie des enfants drépanocytaires. Aussi, l'autre enseignement, c'est que l'approche qu'on a utilisée dans Drépassi, la péréducation, c'est-à-dire qu'on a intégré, pris en compte les malades eux-mêmes dans le cadre de l'accompagnement psychosocial. On a appris les parents des drépanocytaires, les enseignants des drépanocytaires qu'on a formés comme pères éducateurs et ils nous ont aidés dans le cadre des visites à domicile. Voilà un peu parmi tant d'autres les grands enseignements que nous pouvons déjà tirer et retenir de la phase pilote du projet Drépassi. Et quelles sont les meilleures pratiques et les modèles d'intégration qui pourraient être répliqués à plus grande échelle au niveau du pays? Les modèles qu'on peut
appliqué, intégré au niveau des autres zones de santé dans les pays, c'est que il y a un paquet d'interventions qui a été défini. C'est-à-dire que quand on veut appuyer la zone de santé, on connaît les paquets d'intervention. C'est-à-dire qu'il faut former l'équipe cadre de la zone de santé, il faut former les prestataires dans les dépistages, parce que nous, on utilise les tests rapides et puis on fait la confirmation avec l'électrophorèse de l'hémoglobine. Il faut appuyer les supervisions. Il faut aussi appuyer les activités communautaires au niveau de la zone de santé. Et quand on arrive au niveau du centre de santé, les paquets d'intervention est connu. Quand on fait les dépistages, nous avons fait les dépistages d'un couple mère-enfant. On dépiste la femme enceinte et toutes les femmes à risque, c'est-à-dire AS, on va aussi dépister les nouveau-nés et tous les enfants qui sont SS avec les dépistages au test rapide. On fait la confirmation avec l'électrophorèse de l'hémoglobine et les enfants diagnostiqués SS, on commence la prise en charge. Ça, c'est un modèle qui n'existait pas avant Drepassi et c'est un modèle qui peut être intégré dans toutes les zones de santé de notre pays. Professeur, comment est-ce que le ministère compte-t-il assurer la pérennisation de tous ces acquis? Bon, comment le ministère compte pérenniser ça? Il y a d'abord joué son rôle en tant que gouvernement, parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'abord de diagnostic. Qui dit diagnostic dit intrant de laboratoire. Et pour couvrir l'ensemble de 516 zones de santé, c'est un grand budget. Les partenaires peuvent appuyer, mais ils ne peuvent pas appuyer pour les 516 zones de santé. Et le pays avait reçu près de 500 000 doses. Exactement, c'est parmi les points forts de ce projet parce que les résultats de Drepassi ont été utilisés pour faire les plaidoyers auprès du gouvernement à travers le programme national de lutte contre la drépanocytose, ce qui a fait que le gouvernement a donné des tests pour les enfants de la RDC. Mais donner, ça ne suffit pas. Il faut que ces tests arrivent jusqu'aux utilisateurs, donc au niveau des zones de santé, des aires de santé. Mais à côté de ça, il faut aussi former, comme il a dit, il faut former les prestataires. Il faut donner les moyens au programme de faire les supervisions à travers les pays pour s'assurer que la politique est mise en œuvre. Et ça, c'est régalien, comme on dit, c'est le gouvernement. Comment ça, oui, monsieur Lukisa, quand le projet et la phase pilote, a pris fin, alors comment est-ce que SARU compte assurer la transition des activités et des responsabilités vers les structures locales? La phase pilote, comme nous l'avons déjà dit, nous a permis de tirer les bonnes pratiques et des enseignements. Et maintenant, dans le cadre de la pérennisation, il y a d'abord les partenariats et la collaboration qui est prônée, d'abord entre SANRU qui a été le gestionnaire, ainsi que les programmes qui est l'organe technique, mais aussi avec les unités opérationnelles, c'est-à-dire les zones de santé. C'est à travers les zones de santé que les activités, les acquis de Drepassi seront pérennisés. Nous serons là aussi dans la phase 2 pour faire les suivis, pour faire l'accompagnement, pour faire l'appui aux zones de santé dans les différents établissements de soins de santé pour que les interventions de lutte contre la drépanocytose puissent être bien menées au niveau de la communauté. Un complément d'information, professeur? Oui, un complément d'information. Il faut aussi dire qu'à la fin de la phase, nous avons déjà commencé un processus d'extension. Nous avons commencé avec 3 zones de santé, mais à la dernière année, avec la dotation en test du gouvernement, nous sommes passés de 3 zones à 12. Donc, à Kinshasa, il y a 3 zones qui se sont ajoutées. Dans le Kassa oriental, il y a 3 zones qui se sont ajoutées. De la même chose aussi au niveau de la province du Sud Kivu. Donc, nous sommes actuellement à
12 zones de santé qui ont été dotées de tous les paquets d'intégration dans les soins de santé primaire. 516 zones de santé. Aujourd'hui, 12 seulement sont... Le projet est implémenté dans 12 zones de santé. Mais comment est-ce que... quelles sont les mesures qui sont envisagées pour garantir l'accès équitable au dépistage, au diagnostic et au traitement de la drépanocytose? Surtout pour les zones de santé qui ne sont pas encore retenues. Bon, pour les zones de santé qui ne sont pas encore retenues, c'est vrai que c'est une difficulté, mais au même moment, comme j'ai dit, il y a la couverture santé universelle qui est la stratégie que le pays met en œuvre. Et lorsque vous analysez les paquets qui est apporté dans le cadre de la couverture santé universelle, ça contient beaucoup d'interventions en rapport avec la drépanocytose. Maintenant, c'est question que les acteurs au niveau opérationnel prennent en compte qu'il y a des intrants qui reçoivent dans le cadre de la couverture santé universelle ou des autres interventions qui sont bénéfiques aussi pour l'enfant drépanocytaire. Et pour cela, il faut que le gouvernement, à travers les divisions provinciales, les inspections provinciales, les zones de santé, puissent essayer de faire le suivi, la supervision de ces activités, de ces prestataires pour que finalement, l'horizontalisation de ces bénéfices soit réelle au niveau opérationnel. Et cela, ça demande quoi? Ça demande de l'argent, ça demande donc des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources humaines. Donc il faut former les prestataires, il faut doter les tests, il faut doter les équipements pour les diagnostics, mais aussi des équipements pour le suivi biologique de ces enfants. Parce qu'au fur et à mesure, ils sont diagnostiqués précocement, ils reçoivent la prophylaxie, ils ont moins de problèmes, mais à intervalles réguliers, il faut des examens de suivi biologique qu'ils doivent avoir et de manière gratuite. Mais comment le ministère compte-t-il renforcer la formation des professionnels de santé sur la drépanocytose? C'est d'abord à travers ses partenaires, notamment la Fondation Pierre Fabre, parce que la deuxième phase va se focaliser essentiellement sur la formation. Parce qu'avec la dotation des tests, on est certain que le ministère va mordre par rapport à d'autres intrants des laboratoires, notamment les automates pour les diagnostics, et les partenaires viennent appuyer la formation. Donc c'est la deuxième phase qui est déjà assurée. La Fondation Pierre Fabre va appuyer les formations pratiquement dans les 14 DPS prioritaires. Et quant à la disponibilité des médicaments, parce que nous savons que les médicaments pour les drépanocytaires, c'est coûteux. Alors comment est-ce que le ministère compte Effectivement, ces médicaments sont coûteux, mais il y en a aussi qui ne coûtent pas grand-chose si c'est disponible et que les parents veillent à l'adhérence de ces traitements. Avec Drépassi, faute de rendre disponibles les médicaments les plus efficaces, on rend disponible la pénicilline UV que l'enfant va prendre, l'acide folique que l'enfant va prendre. Et ça, nous avons ça dans les autres paquets. Les médicaments que les autres interventions apportent à la zone de santé, nous avons ces médicaments. Et à certains endroits, ces médicaments périment. Donc, c'est question d'améliorer la gestion. Ces enfants peuvent accéder au paquet d'offres de services définis par les programmes nationaux et alléger ainsi les fardeaux de la maladie dans la communauté. Merci beaucoup, professeur. Alors, Monsieur Pichou, comment est-ce que Saint-Rue évalue-t-il l'impact du projet Drépassi sur la vie des patients et de leurs familles dans les zones d'intervention? Le professeur a dit ici que dans certains coins, il y a des médicaments qui périment. L'évaluation de l'impact du projet dans nos communautés se passe au travers les activités communautaires que nous menons. Principalement, il y a les séances d'écoute que nous organisons. Les séances d'écoute, c'est en fait un cadre d'échange qui est mis en place dans les communautés pour que les parents viennent parler de la maladie, ils viennent partager l'expérience. Avant Drépassi, beaucoup de parents ne parlaient pas de la drépanocytose. Ils se cachaient, ils n'aimaient pas que les gens sachent qu'ils vivent ces problèmes au quotidien.
Mais là, avec ces cadres d'échange, il y a des parents qui viennent, qui commencent à parler et on voit que la drépanocytose commence un peu à quitter là où il était caché. Il commence à être parlé et cité au niveau du public. Il y a aussi, nous regardons aussi la fréquentation scolaire des enfants. C'est-à-dire que les enfants de moins de 5 ans qui ont été diagnostiqués, qui bénéficient des prises en charge, ils commencent la scolarité et ils vont à l'école sans problème. Les parents témoignent de cela. Et aussi, les malades commencent à parler de leur maladie eux-mêmes. Donc, on voit que ils sortent de la ils sortent du silence et commencent à parler de la maladie. On voit aussi l'amélioration du niveau de connaissance de la communauté sur la maladie. Parce qu'avant, la drépanocytose était liée à autre chose qu'une maladie héréditaire. Après beaucoup de séances de sensibilisation dans nos zones de santé respectives, les gens commencent à comprendre la maladie et les jeunes prennent la décision de commencer aussi à faire les examens prénuptiaux pour éviter la maladie. Voilà un peu comment nous évaluons l'impact de la drépanocytose, de ce que nous faisons dans la communauté. Et quels sont les défis, en fait, les difficultés majeures que vous avez rencontrées et comment vous avez pu les surmonter? Les défis, comme l'a si bien dit les professeurs, c'était la phase pilote. Et en tant que tel, les dystocies de démarrage n'ont pas manqué. Et les grands défis qu'on a eus, c'était d'abord les moyens financiers qui n'ont pas permis de couvrir tous les aspects. Et à partir de ces moyens, on a identifié nos cibles prioritaires, comme on l'a déjà expliqué, la femme enceinte, les nouveau-nés et les enfants de 0 à 5 ans. Or, dans nos zones de santé, on avait aussi rencontré les drépanocytaires adultes qu'on n'a pas pu prendre en charge à cause de l'enveloppe que nous avions. L'enveloppe était de combien? L'autre difficulté que nous avons, l'autre défi que nous avons rencontré, ce sont les indicateurs de la drépanocytose dans les systèmes nationaux d'information sanitaire. Nous, on a eu à dépister plus de 40 000 femmes, mais quand vous regardez dans les systèmes nationaux d'information sanitaire, il n'y a pas d'indicateur sur la drépanocytose qui parle du dépistage. Ça aussi, c'est un défi par rapport à ce que nous avons fait comme travail dans la communauté. Et comment vous les avez surmontés? Par rapport aux indicateurs, nous avons entamé les processus d'intégration des indicateurs de la drépanocytose, c'est-à-dire que les projets a appuyé les programmes à élargir, à mettre en place un module complémentaire des indicateurs tant au niveau de la communauté que des indicateurs cliniques. Et par rapport au financement, on a ciblé les populations cibles, la femme enceinte, les nouveau-nés et l'enfant pour couvrir les interventions liées à la drépanocytose par rapport à cette catégorie des cibles. Merci beaucoup, M. Pichou. Oui, professeur, vous voulez ajouter quelque chose? Un autre défi, c'est un défi logistique. Le projet s'est aligné au système national d'approvisionnement en médicaments à travers les centrales de distribution régionale, les CDR, pour faciliter l'acquisition des médicaments. Donc, lorsqu'on achète ça dans les systèmes nationaux, le coût est moindre. Malheureusement, on a eu les risques de rupture des stocks au niveau de nos 3 zones, en acide folique notamment, parce qu'au niveau des CDR, que ce soit au niveau de Kinshasa, au niveau de Mbujimayi et Bukavu, il n'y avait pas de médicaments. Et il faut acheter ces médicaments à une CDR, notamment au Congo central, qui n'était pas prévu. Et c'est des défis logistiques majeurs qui peuvent faire assez qu'on ne puisse pas avoir les médicaments en temps réel pour ces enfants-là. C'est des défis pour tous les pays. Oui, mais comment les surmonter? Les surmonter, ça entraîne des surcoûts parce que
Dans les cas d'espèces, il y a des médicaments qui étaient prévus être achetés en Mbuji-Mayi et qu'on a achetés à Kinshasa. Et quand vous les achetez à Kinshasa, il faut les acheminer à Lubumbashi. Et si à Kinshasa, il n'y en a pas, c'est le cas qu'on a eu l'année passée, on les a achetés à Kisantu. Donc tout ça, c'est des coûts qui ne sont pas prévus si ces médicaments sont disponibles au niveau des centrales de distribution régionales. Et ça, c'est les ministères. Monsieur Lukisa, vous avez été sur les terrains, vous étiez forcément en contact avec les organisations des patients. Quelles sont leurs attentes? Les organisations des patients, nous avons... Les patients atteints de la drépanocytose. Oui, ici, comme on parle de la lutte contre la drépanocytose, donc ce sont les patients atteints de la drépanocytose. Leurs attentes, d'abord, c'est l'amélioration de la prise en charge. C'est comme ça que, dans le cadre du projet, on a amélioré la couverture en termes de diagnostic, parce qu'il faut dire qu'avant Drépassi, la capacité de diagnostic de la drépanocytose était de 1% à travers la RDC. Ça, c'est le plan stratégique de lutte contre la drépanocytose qui les stipule. Mais avec Drépassi, on a vraiment amélioré la couverture, surtout dans les zones d'intervention. Les patients veulent aussi, leurs attentes, c'est l'intégration dans la société, que la communauté puisse avoir un regard positif envers les personnes drépanocytaires. Comme vous le savez, dans nos communautés, parfois les gens attribuent un autre regard aux personnes drépanocytaires. Et l'autre attente, c'est la disponibilité et l'accessibilité aux médicaments, mais aussi aux produits sanguins. Parce que, comme vous le savez, les drépanocytaires sont parmi les premiers consommateurs de sang. Alors, les patients veulent avoir les sangs de qualité à proximité de leur établissement de soins de santé. Ça aussi, c'était un autre parmi les attentes. Mais il y a aussi l'intégration sociale des drépanocytaires. Parce que ce sont des personnes comme nous tous, ils veulent que leur intégration dans la communauté soit effective. On a rencontré des drépanocytaires adultes qui ont perdu du travail parce que tout simplement, au niveau, l'employeur a su que c'était un drépanocytaire et pour l'employeur, donc, il ne pouvait pas. Voilà un peu quelques attentes des associations des patients des drépanocytaires. Professeur Luka, nous avez vanté le projet Drépassi, mais entendre M. Lukisa, les attentes des organisations qui regroupent des drépanocytaires, leurs attentes sont énormes. Oui, les attentes sont énormes, mais ce qu'on peut apporter, c'est ça qui peut aider. Les attentes en termes de médicaments, par exemple, les médicaments que nous avons apportés dans le cadre du projet, ce n'est pas les meilleurs traitements. On aurait donné les meilleurs traitements, mais qui coûtent cher. Et il faut mobiliser des ressources. Donc, les attentes des patients, c'est qu'ils aient accès aux meilleurs médicaments comme les autres malades d'autres pays. Et nous devons faire un plaidoyer pour que, les bailleurs, mais aussi les gouvernements puissent prendre en compte ces aspects parce qu'il y a des médicaments plus efficaces qui améliorent la qualité de la vie. Et ils ont besoin de ces médicaments. Malheureusement, ce n'est pas accessible à leur bourse. Et dans le cas de la couverture santé universelle, nous pensons que ces médicaments vont être intégrés dans la liste des médicaments génériques adoptés par les pays et que finalement, les médicaments plus efficaces seront disponibles, notamment l'hydréa qui n'est pas encore disponible. Ça pourra être disponible pour tous les enfants drépanocytés, sont des défis. La stigmatisation aussi, ils attendent à ce qu'ils aient les mêmes droits, si tous les enfants, les mêmes droits que les autres, les droits à l'école, les droits à la santé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La stigmatisation est très forte, tout simplement parce que le diagnostic s'est fait à un stade tardif. Et vous avez des enfants qui ont des séquelles de la maladie, et ces séquelles viennent soutenir la stigmatisation et la discrimination. Mais quand l'enfant, dès la naissance, est pris en charge, vous n'avez pas ces séquelles et vous avez des enfants
qui ont la même qualité de vie que les autres. Et ça, ce sont les attentes. Ils veulent vivre comme les autres. Avoir une vie ordinaire. Une vie ordinaire, exactement. Monsieur Lukis, alors quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Les difficultés, c'est lié à leur environnement familial, notamment la situation socio-économique que nous connaissons dans notre pays, fait en sorte que les enfants drépanocytaires, qui dans la plupart des cas proviennent des familles à faible revenu, ce qui fait que il y a aussi la malnutrition qui s'installe ou bien qui sévit dans les chefs des enfants drépanocytaires. Et l'autre difficulté, c'est lié à ce que venaient de parler ici les professeurs, notamment la stigmatisation. Ça aussi dans la communauté, comme je le disais, les regards qu'a la communauté par rapport aux familles qui vivent la maladie, par rapport aux enfants qui sont atteints de la drépanocytose, mais avec ce que nous menons dans la communauté comme intervention, notamment les visites à domicile, avec l'approche père-éducation. Donc, quand il y a un drépanocytaire qui vient parler de la maladie aux autres drépanocytaires ou un parent qui parle aux autres parents, cela un peu les rassure pour mieux vivre la maladie dans les contextes qui est les leurs. Voilà un peu les quelques difficultés auxquelles on a été confronté dans la mise en œuvre de la phase 1. Et votre bailleur, la Fondation Pierre Fabre, comment est-ce qu'elle-même évalue-t-elle le projet de Drépassi, surtout la phase pilote, professeur? Oui, la Fondation, d'une manière générale, apprécie les résultats obtenus, particulièrement pour la RDC. Parce quels sont ces résultats? Il y a d'abord le nombre d'enfants qu'on a dépistés en un temps record, mais aussi le fait que ces enfants, cette cohorte-là de près de 1150 enfants qu'on a dépistés qui sont suivis actuellement, on n'a pas connu de cas de décès ni d'abandon. Donc cette file est active, elle est suivie régulièrement et les enfants viennent au centre de santé à la date prévue du rendez-vous, ils reçoivent leurs médicaments. C'est ce qui explique même que ces enfants jusque-là sont là en bonne santé. Donc ça, c'était très, très, très apprécié. Mais aussi l'engagement du gouvernement, parce que dans les 4 pays, c'est la RDC a un programme qui existe. Dans les autres 3 pays, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ils n'ont pas de programme national. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de plan stratégique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pas de la RDC, qui sont en train d'être implémentées dans ces 3 autres pays. Et ça, c'est un motif de fierté pour la Fondation. Mais aussi, les pas franchis par les pays en achetant les lots de tests dont on a parlé. Parmi les 4 pays, c'est le seul pays qui a acheté. Et c'est un pas, non pas seulement dans le cadre du projet, mais aussi même dans le cadre de la région Afrique, de l'OMS. Les pas que nous avons fait en achetant les tests pour la drépanocytose fait que la RDC soit le seul pays qui a fait ça. Et tout ça, ça motive les bailleurs qui viennent en complément aux efforts du gouvernement. Monsieur Lukisa. Oui. Et pour compléter les professeurs, l'autre aspect d'évaluation des satisfactions de la Fondation Pierre Fabre et l'Agence française de développement, c'est les modèles d'intégration de la RDC. Parce que en RDC, par rapport à la mise en œuvre du projet, il y avait les partenariats et la collaboration entre SANRU et les programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose, qui est une spécificité, parce que dans les autres pays, c'était une verticalisation, c'est-à-dire la collaboration entre les structures et les bailleurs. Mais ici, en RDC, il y a les PR qui étaient là, SANRU, qui étaient les récipiendaires principaux, et avec les sous-récipiendaires,
aussi la collaboration avec les programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose. Donc, c'est un modèle qui sera aussi implémenté dans les autres pays. Et il y a aussi les documents normatifs, parce que au début des Drépassi, les autres pays n'avaient pas de plan stratégique. C'est grâce à la RDC, les modèles congolais, qui a été suivi. Et aujourd'hui, les 3 autres pays ont élaboré les plans stratégiques. Mais la RDC est en avance parce qu'il a aussi les protocoles nationaux de prise en charge que les autres pays vont élaborer. Nous avons aussi récemment élaboré les plans de communication que les autres pays aussi n'ont pas. Donc voilà un peu sur le plan normatif quels sont les indicateurs de satisfaction de la Fondation Pierre Fabre et l'Agence française de développement. La première phase a pris fin. On est maintenant dans la deuxième phase. Elle prendra combien de temps? Vous avez dit que aujourd'hui on est allé à 12 ans de santé, mais le projet va s'exécuter pendant combien de temps? Les nouveaux projets qui commencent va prendre aussi 3 ans. Donc, normalement, ça commence en septembre et nous sommes en discussion avec les... En septembre 2025. 2025, nous sommes en discussion avec le programme qui a défini 14 DPS prioritaires et comme je l'ai dit, la Fondation va appuyer les aspects des formations. Donc, on espère qu'on aura des équipes des formateurs au niveau national, au niveau provincial et au niveau des zones de santé pour que à tous les niveaux, les acteurs de prise en charge soient formés et soient mis à niveau. Et pour soutenir également la formation, on est en train de travailler sur un portail en e-learning où les prestataires avec les moyens de communication disponibles peuvent télécharger des cours pour se former et se mettre à jour par rapport à la connaissance. Ça, c'est prévu dans la phase 2. Monsieur Kissa, vous avez parlé d'une cohorte d'enfants. Exactement? Oui, on a une cohorte d'enfants de plus de 1150 enfants qui sont suivis et qui bénéficient d'une prise en charge et d'un accompagnement psychosocial dans les 3 zones de santé. Là, c'est parmi les résultats de la première phase. Parmi les résultats de la première phase, mais on s'attend à doubler ou même à tripler, parce qu'on a eu à tripler les zones de santé, c'est-à-dire que le dépistage qui va continuer avec les tests qui a été remis par les gouvernements va générer les enfants drépanocytaires qui vont renforcer la cohorte. Voilà pourquoi la phase 2 met un accent particulier par rapport à la formation des prestataires des soins. Et quels sont les critères qui ont été pris en compte par les partenaires pour décider de soutenir des initiatives de santé publique, plus précisément dans la lutte contre la drépanocytose? Comme critère, notamment, les partenaires s'est basé du plan stratégique du programme national de lutte contre la drépanocytose, lequel plan identifie 14 divisions provinciales de la santé qui sont prioritaires par rapport à la lutte contre la drépanocytose. Et dans les 14 DPS, il y a 42 zones de santé qui ont été sélectionnées. Donc la phase 2 va couvrir la formation dans 42 zones de santé. L'unique critère, c'était les plans stratégiques du programme national de lutte contre la drépanocytose qui a défini les priorités par rapport à la lutte contre la maladie dans notre pays. Professeur Hollande, je crois qu'on termine déjà, parce qu'on m'a déjà fait signe. Quelles sont les prochaines étapes et les indicateurs clés de succès pour mesurer l'avancement de l'intégration de la drépanocytose dans les systèmes de soins? Bon, les prochaines étapes, comme on l'a dit, c'est la contractualisation avec la Fondation et le ministère de la Santé pour la deuxième phase. Et un des indicateurs phares qui sera mesuré, c'est le nombre de nouvelles zones qui ont intégré. Il y a 4 DPS prioritaires et on devra mesurer combien de zones ont intégré la lutte contre la drépanocytose.
Mais il y a aussi un indicateur majeur, c'est la qualité de la vie de ces enfants-là, surtout la cohorte actuelle. Comment nous allons la maintenir en vie et recevant les médicaments comme par le passé. Donc ça, c'est des indicateurs. Donc on va suivre le taux de mortalité parmi ces enfants-là. Mais aussi, on va mesurer la prévalence de la maladie au niveau du pays. Parce que nous avons 26 DPS. Donc si nous déployons les projets dans 14 DPS, nous pourrons avoir des données qui pourront engager les pays. Et ces données sont indispensables pour la planification, pour la suite des choses. Mais actuellement, M. Lukisa, quelle est la situation aujourd'hui par rapport à la drépanocytose en RDC? La situation, si on doit se fier des résultats qu'on a eu à la phase 1, il faut dire que par rapport au dépistage néonatal, nous avons 2,3% des bébés qui naissent SS en République démocratique du Congo. Et chez les femmes enceintes, c'est 11% des femmes à risque, c'est-à-dire les femmes AS, c'est 11%. Et chez les enfants de 0 à 5 ans, c'est 6% des enfants de 0 à 5 ans qui consultent pour la drépanocytose. Voilà un peu cette situation montre qu'il y a eu une augmentation par rapport aux données que nous avons au pays. Il faut aussi tenir compte des nombres, de la taille de notre échantillon, mais ça nous montre au moins que la maladie est réelle dans nos communautés. Nous vivons avec la drépanocytose et il faut vraiment la prévention par rapport à ça. Professeur, on termine déjà un dernier mot. Le dernier mot, c'est qu'au-delà de tout ça, c'est la prévention. C'est une maladie évitable. C'est un appel que nous lançons, que les mamans connaissent les statistiques électrophorétiques de leurs enfants pour que dès le bas âge, les enfants savent que je ne peux pas contracter un mariage par les fitiles plutôt d'un couple qui sera ASAS. Il y a un risque d'avoir un bébé SS et lorsque la population a cette connaissance-là, la drépanocytose, de mon point de vue, c'est une maladie évitable par la prévention. Pour la drépanocytose, tout le monde doit s'impliquer dans la lutte contre la drépanocytose. C'est comme vous le faites sur le plan de la communication. Vous vous impliquez, les prestataires s'impliquent et chacun, en ce qui les concerne, s'implique pour que la lutte soit efficace et efficiente dans notre pays. Et la communauté, comment peut-elle s'impliquer? La communauté, elle est sensibilisée, elle doit changer la manière de regarder d'abord les drépanocytaires. La communauté doit amener les gens à se faire dépister et éviter les mariages à risque. Voilà, merci beaucoup au professeur Lucano Philippe. Merci également à monsieur Pichu Lukisa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis de Top Santé, merci d'avoir été avec nous. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Patrick Mongongo, sous la coordination de Miguel Mena. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.